Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Le thème du forum de ce soir porte sur la traite des femmes et des enfants au Niger. Phénomène de société qui existe depuis la nuit des temps, la traite des femmes prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde. Elle s'observe aujourd'hui beaucoup plus au niveau des femmes et des enfants. La traite des personnes est décrite le plus souvent comme l'esclavage moderne privant les victimes de leurs droits humains. Le Niger, à l'instar de nombreux pays, est également concerné par ce phénomène. Les changements climatiques qui font que les récoltes ne répondent plus aux besoins des agriculteurs, l'insécurité grandissante dans la sous-région avec l'afflux des réfugiés sont entre autres facteurs qui favorisent la traite des personnes, notamment celle des femmes et des enfants, où beaucoup seraient victimes d'exploitation sexuelle ou de travail forcé. Alors, comment se présente la situation de la traite des femmes et des enfants au Niger? Quelle est la politique mise en place par l'État et ses partenaires pour faire face à ce phénomène? Quelles sont les conséquences et les tests juridiques qui sanctionnent la traite des femmes et des enfants au Niger? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Bari Ibrahim, chef de division communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Bonsoir M. Bari. Bonsoir. El Haj Al-Mansour Mohamed, commissaire aux droits de l'homme à l'association Timidria. Bonsoir El Haj Al-Mansour Mohamed. Bonsoir madame. Et M. Ousmane Maman, directeur général de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Bonsoir M. Ousmane. Bonsoir madame. Je suis Fatih Zakari à la présentation de cette émission. Voilà, d'entrée en jeu, veuillez donc nous présenter brièvement votre structure. Je commence par le directeur général de l'Association nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, M. Ousmane Maman. Bonsoir madame, merci d'avoir pris l'initiative d'organiser un tel débat ou d'échange, je dirais. Je suis le directeur général de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. C'est une structure qui est rattachée au ministère de la Justice. Pour rappel, c'est un système dualiste au Niger. Il y a la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Ce sont deux structures qui ont été créées par le même texte, notamment l'ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes. La commission est l'organe de conception des politiques et stratégies en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Quant à l'agence, elle est l'agence d'exécution de ces politiques et de ces stratégies en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Merci Ousmane. Je reviens vers L'Haj Al-Mansour Mohamed, commissaire aux droits de l'homme. Veuillez nous présenter l'association Timidria. Oui, je suis effectivement commissaire aux droits de l'homme de Timidria. Timidria, c'est une association, en tout cas reconnue, nationale, reconnue en 1991. Et elle a pour objectif la défense des droits de l'homme en général. Et plus spécifiquement sur les questions de lutte sur les questions de l'esclavage et de la discrimination. L'association Timidria a été, en tout cas, à l'avant-garde, en tout cas, de la prise de la loi sur, qui réprime les pratiques esclavagistes au Niger. Et donc, nous sommes une association qui faisons, comme les autres, les actions de plaidoyer, les actions d'information, les actions d'assistance aux victimes. Et nous collaborons avec les agences en charge et les commissions en charge des questions de lutte contre la traite au Niger. Voilà. Monsieur Bari Ibrahim, chargé de division communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Exactement, madame. Donc, je représente la ministre empêchée pour la circonstance à cause du cahier des charges tenu chargé
Donc, notre ministère, le ministère, à travers son objectif global et en termes d'assistance aux enfants, mais également en termes de promotion de la femme, a comme objectif global d'assurer une protection adéquate à la frange de la population qui n'en bénéficie pas de manière adéquate, une prise en charge personnalisée et individualisée en fonction des besoins. Voilà. Merci. Monsieur Ousmane Maman, directeur général de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, qu'est-ce qu'on entend donc par traite des personnes et des femmes? Merci. La traite des personnes, maintenant, dans son fondement, d'abord c'est la Convention des Nations Unies sur la criminalité, contre la criminalité transnationale organisée, la CTO, et son protocole additionnel sur la traite des personnes, spécialement sur les femmes et les enfants. Donc la traite, c'est d'abord constitutif de 3 éléments quand on parle de la traite. D'abord, un acte qui consiste à recruter une personne et des moyens, l'hébergement, le fait d'utiliser des astuces pour le recruter. Et maintenant, la finalité, c'est l'exploitation. Donc, dès qu'il y a un acte, des moyens qui ont été utilisés et une exploitation au final, donc nous sommes en présence de la traite des personnes. Donc, la finalité, c'est surtout l'exploitation. Donc, les femmes et les enfants sont les couches les plus victimes, parce que c'est des couches qui sont les plus vulnérables. Et le protocole a spécialement consacré la traite des personnes, des femmes et des enfants. Alors, à l'heure actuelle, comment se présente la situation au Niger? Bon, au Niger, la traite, elle existe sous plusieurs formes. Il y a d'abord l'exploitation de la prostitution des femmes. Il y a l'exploitation de la mendicité d'autrui. Parce qu'il n'y a pas que la mendicité, mais c'est l'exploitation de la mendicité qui devient une traite. Il y a également le travail des enfants. Donc des enfants qu'on amène sur des sites miniers pour les exploiter. Et le cas le plus répandu aujourd'hui, c'est surtout l'exploitation de la mendicité d'autrui, qui prend d'ailleurs plusieurs formes. Aujourd'hui, vous assistez à une location des enfants pour faire la mendicité. Donc quand vous prenez maintenant au niveau des carrefours, les dames là que vous voyez avec des jeunes filles, ce ne sont pas leurs enfants. Ce sont des enfants d'autrui, mais qui sont loués par jour. Donc à la fin de la journée, on leur rétrocède une partie de ce qui a été récolté, si je peux le dire ainsi. C'est des enfants qu'ils prennent en location quelque part. Oui, c'est des jeunes filles qui se manifestent souvent d'elles-mêmes, donc qui désirent accompagner ces vieilles dames-là, juste pour mendier. Maintenant, à la fin de la journée, ces jeunes filles-là ou ces jeunes garçons-là sont aussi rétribués. Donc il y a aussi la location des enfants vers l'Algérie également. Donc là, ça se passe surtout dans la région des Indères. Donc un père de famille peut prendre quelques enfants du quartier pour les conduire en Algérie et les verser dans la mendicité. Donc chaque fois que les enfants mendient et qu'ils arrivent à gagner de l'argent, donc une partie de ces fonds est rapatriée aux parents de ces enfants et l'autre partie est utilisée par le monsieur qui a conduit les enfants et les enfants sont laissés pour compte. Oui. Et monsieur le directeur général, est-ce que vous disposez donc des chiffres? Bon, des chiffres, pour le moment, je n'ai pas sur ce plateau, je n'ai pas ça en tête, mais quand même, il y a beaucoup de cas qui nous sont transmis par nos bureaux régionaux. Et pour rappel, nous avons des bureaux régionaux au niveau de tous les tribunaux des grandes instances, donc Agadez, Arlit, plus Arlit et Koni, et donc qui sont en matière administrative, ce sont des départements, mais dans la configuration juridique, ce sont des régions. Donc nous avons des représentations dans chaque TGI. Et maintenant, c'est eux qui nous répercutent chaque mois quelques statistiques qu'ils ont eu à connaître. Alors, quelles sont
les régions les plus concernées donc, par ce phénomène? Les régions les plus concernées par la traite, c'est surtout la région de Zender. Après la région d'Agadez, la région de Tawa. Donc, il y a aussi la région de Dosso, Niamey. Bref, en fait, presque toutes les régions du Niger sont concernées, mais c'est au cas par cas. Chaque région a sa spécificité. Donc, il y a des régions qui sont connues pour l'exploitation de la mendicité, d'autres pour l'exploitation de la prostitution d'autrui, donc d'autres pour le travail forcé des enfants, donc, et d'autres pour même des cas d'esclavage de chacun. Donc, chaque région a plus ou moins sa spécificité. Al-Mansour Mohamed, vous êtes donc commissaire aux droits de l'homme. Vous avez donc quelque chose à ajouter par rapport à la situation donc, de la traite des personnes au Niger? Comme il a si bien dit, la question de la traite et de l'esclavage sont des questions qui concernent en tout cas toutes les régions à des variantes près. Et tenant compte aussi des cultures des communautés. Donc ça, en fonction des milieux, les formes de traite et de l'esclavage changent. Et comme le DG l'a si bien dit, les femmes et les enfants sont les premières cibles. Sont les premières cibles et qui sont en tout cas utilisées en dehors même de nos frontières. Je pense que si on mène des enquêtes à travers nos campagnes de transport, à travers ce qui se passe autour, nous allons certainement comprendre c'est un phénomène qui est là, où les acteurs qui le font, en fonction des situations, et arrivent à changer de stratégie pour échapper effectivement aux enquêtes, aux investigations de l'agence sur la traite des personnes. Parce qu'à chaque fois qu'on découvre des cas ou qu'on découvre des formes, c'est comme le trafic de drogue. À chaque fois que vous découvrez les astuces des uns des autres, ils arrivent à changer, à s'adapter en tout cas pour mieux exploiter leurs victimes. Je pense que les enfants et les femmes sont, en tout cas, comme l'a si bien dit le DG, sont les plus visés dans ces questions de traite des personnes, en tout cas au Niger, mais pas seulement au Niger. Dans la sous-région et même dans les pays côtiers. Monsieur Barry Ibrahim, chef de division communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection des enfants. La traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, est aujourd'hui une réalité au Niger. Elle fait aujourd'hui la une des médias et alimente aussi les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui explique cet état de fait? Et évidemment, la traite des personnes, notamment des enfants, des femmes et des enfants, connaît aujourd'hui une recrudescence inquiétante. À partir du moment où cette traite-là, si elle est alimentée, c'est parce que tout simplement, il existe un réseau migratoire recrudescent. Pour cette raison, nous ne pourrions dissocier la traite de la migration, surtout la migration irrégulière. Quant à la migration régulière, lorsqu'elle est entretenue à bon ordre et dans le respect de la dignité humaine, elle pourrait être entreprise. Mais celle irrégulière, c'est elle malheureusement qui relève d'une société incivile. J'entends par la société incivile, c'est trafiquants de drogue, c'est trafiquants de migrants, c'est gens mal intentionnés qui alimentent ces réseaux et malheureusement, la conséquence devient de plus en plus néfaste. Et c'est pourquoi, s'il y a une population qui nécessite une prise en compte, une prise en considération de leur situation, c'est bien les femmes et les enfants. Les femmes dans la promotion, dans leur autonomisation, et les enfants dans le processus ou le dispositif que nous mettrons en place pour pouvoir leur apporter une protection adéquate, comme je l'ai dit précédemment. Monsieur Ousmane Maman, quelles peuvent être donc les causes liées donc, à la traite des femmes et des enfants? Les causes sont de plusieurs ordres et elles dépendent aussi des cas de traite. Elles dépendent aussi des régions. Elles dépendent également des nationalités de ces victimes de traite parce que la traite, là, c'est vrai, on parle de traite ici, mais en réalité, les victimes sont en grande majorité des nationalités étrangères.
Généralement, ce sont des ressortissants des pays voisins qui font l'objet de traite. Oui. Mais le Niger, de par sa position, un pays de transit, souvent un pays de destination aussi, et à la fois un pays de départ, parce qu'il y a des cas de traite aussi qui concernent aussi nos nationaux. Donc les causes, c'est surtout aujourd'hui, la traite constitue vraiment une activité très lucrative. Ça génère beaucoup de fonds. Donc les trafiquants engrangent beaucoup d'argent dans ce phénomène-là. Et c'est devenu une criminalité transnationale. Donc tous les pays du monde aujourd'hui sont concernés par la traite des personnes. Au Niger, c'est même marginal par rapport à certains pays asiatiques, par certains pays européens, par rapport à certains pays européens. Les causes ici au Niger, en ce qui nous concerne, quand on prend par exemple la région des Indères, pour l'exploitation de la mendicité, c'est surtout la pauvreté. La pauvreté est un élément essentiel qui pousse vraiment les gens d'abord à la migration. Et maintenant, au cours de cette migration, ça tourne mal et souvent, les migrants sont exploités. Donc, il y a la pauvreté, il y a la diminution des terres, des cultures, parce que la population augmente à un rythme effréné et les terres deviennent de plus en plus non seulement pauvres, mais les membres de la famille augmentent et donc le terrain qui est là depuis des générations n'augmente pas. Donc il faut partager avec l'ensemble des membres de la famille. Il y a aussi les mariages précoces, parce que j'aimerais vraiment le dire. Souvent des jeunes filles sont mariées vraiment très tôt, contre leur gré, et souvent elles quittent le foyer donc pour maintenant se verser dans la prostitution. Et maintenant souvent elles sont à la merci des femmes qui exploitent cette prostitution. Donc voilà ce que j'aimerais ajouter aussi. C'est aussi une cause de traite aujourd'hui, en tout cas concernant la prostitution. Maintenant, les actions que nous menons, nous menons des actions de sensibilisation. Donc ça, c'est le quotidien de notre structure. Nous faisons des séances de sensibilisation, de formation, à l'endroit de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la traite. D'ailleurs, nous faisons chaque fois des formations dans le cadre de la protection, que ça concerne généralement les directions régionales de la protection de la femme et de l'enfant, les ONG qui interviennent dans ce domaine. Nous faisons aussi de la sensibilisation et de la formation à l'endroit des acteurs de la chaîne pénale, notamment la police, la gendarmerie, les magistrats qui s'occupent de la répression. Donc tous les acteurs de la répression, de l'interpellation, de la poursuite donc, et de la protection. Mais est-ce que ces actions donc, ont porté donc, leurs fruits? Je dirais oui, effectivement, ces actions portent leurs fruits parce que chaque fois, vous allez voir que non seulement la population et ces acteurs formés arrivent à appréhender plus les questions de traite. Parce que la majorité des gens font la confusion entre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes. Parce que c'est deux infractions différentes qui sont prévues et réprimées par deux textes différents. La traite des personnes est prévue et punie par l'ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010, alors que le trafic illicite des migrants est prévu et puni par l'ordonnance 2015-36 du 26 mai 2015, donc relative à la lutte contre le trafic illicite des migrants. Donc, c'est deux infractions différentes, mais avec les formations, souvent on essaie de faire connaître aux acteurs les différences et les points de rapprochement entre les deux infractions. Et au sortir, on fait des tests, des pré-tests et des post-tests. Maintenant, à la fin des formations, vous allez voir que les gens ont plus appréhendé ces questions. Et à long terme, vous allez voir qu'il y a plus de dénonciations. Et même dans la répression, vous allez voir que la police, la gendarmerie ou même les magistrats arrivent encore à réprimer encore plus facilement qu'au début de ce phénomène.
Voilà, je viens vers Baria Ibrahim, chef de division communication au ministère de la promotion de la femme. Quelles sont les actions menées donc par le ministère face donc à ce phénomène? Ok, en termes d'actions menées par notre ministère, je voudrais, avant de répondre à la question là, rappeler en mémoire le 27 septembre. Le 27 septembre, évidemment, 2013, où la nation entière s'était réveillée sous le choc avec les drames qui avaient eu lieu au nord d'Alit, où le gouvernement avait annoncé la découverte de 92, jusqu'à 92 corps constitués des femmes, des enfants et des hommes, dont par profil 52 enfants, et 33 femmes et 7 hommes. Tous ont perdu la vie de faim et de soif dans le désert. À partir de cet instant, comme activité menée par notre ministère, interpellé par la problématique qui devient inquiétante, et l'élaboration et la mise en place d'une stratégie de communication. Une stratégie de communication qui consiste à prévenir la migration irrégulière comme l'a bien si notifié M. le DG, des ressortissants de la région des Anders. Parce que ce drame, trois quarts du moins de ceux qui avaient été victimes ce jour-là provenaient de la région des Anders, précisément au niveau des Kandjé. D'où la nécessité d'aller vers la mise en place d'un axe stratégique qui se décline sur des programmes bien précisant les contextes, les objectifs et les actions prioritaires. Et ces actions comme actions prioritaires, nous avons également, parce que notre ministère, le ministère de la promotion de la femme, c'est un ministère qui mise sur l'intersectorialité. Et qui dit intersectorialité parle du concours de plusieurs institutions dans le cadre de la promotion de la femme et aussi de la protection de l'enfant. Et pour ce faire, nous avions mis en place, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, INFPA, une initiative en faveur des adolescentes pour lutter contre le phénomène de traite. Et ces adolescentes-là, elles sont identifiées, placées dans des espaces sûrs au cours desquels elles ont des sessions modulaires où on leur transmet de la connaissance sur des différentes thématiques par rapport au premier point. Maintenant, secondo aussi, il faudrait noter également l'initiative axée sur le programme Spotlight, qui a comme objectif principal de contribuer à un changement positif de comportement en faveur de la jeune fille, en faveur des femmes. À cela pourra également s'ajouter les différentes orientations mises en place par notre ministère qui consiste à aller vers la population, cette population vulnérable qui est victime de la traite à travers des programmes à base communautaire au cours desquels des dialogues sociaux sont instaurés et qui font la promotion d'un changement de comportement positif allant de l'essence de prévenir la traite. Oui, M. Barry, il existe des lois au Niger qui protègent la femme et l'enfant. Oui, il existe évidemment des lois précisément au niveau de l'enfant. Du point de vue national, nous pouvons ici noter la loi 72-2014 déterminant les attributions, les compétences et le fonctionnement des juridictions pour mineurs. Cette loi, c'est une loi adoptée nationalement et qui protège les enfants. Et c'est évidemment cette loi-là qui se rattache dans son exécution à la Convention des Nations Unies qui avait été mentionnée par le DG relative à la criminalité transnationale qui établit un cadre universel dans la mise en œuvre d'une coopération policière et judiciaire. Voilà, nous allons à présent écouter El-Mansour Mohamed, commissaire aux droits de l'homme à l'association Timidria. Pouvez-vous donc nous dire les actions menées par votre structure face donc à la traite des femmes et des enfants? L'association Timidria, en tout cas, dans ces activités privilégiées, effectivement, l'information, les questions de communication, de la sensibilisation. Ça, les questions également de la vulgarisation des textes. C'est pour cela que nous avons mis en place
ce que nous appelons des parajuristes dans certaines régions, pour qu'ils puissent être aidés, les communautés, à connaître un certain nombre de textes, de lois. Parce qu'il y a la question effectivement de l'ignorance. Vous savez, nous sommes à un taux d'analphabétisme élevé. Et je pense qu'il faut mettre l'accent sur la question d'éducation, de sensibilisation et de l'information. Et ensuite, la question de l'assistance. C'est pourquoi nous avons ces parajuristes en région qui essaient en tout cas d'orienter certaines victimes, soit vers la justice ou vers en tout cas les agences. En tout cas, tout ce que nous faisons, les structures de l'État, surtout l'agence, en tout cas, connaît très bien ce que nous faisons par rapport à ces questions-là au niveau du truc. Voilà. La deuxième partie du forum est consacrée à la politique de lutte contre la traite des femmes et des enfants. Monsieur Ousmane Maman, les autorités ont fait de la lutte contre la traite des personnes une priorité en instaurant une journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes qui est célébrée chaque année le 28 septembre. Alors, quelle est l'importance de cette journée? Merci Madame. D'abord, la journée nationale de lutte contre la mobilisation contre la traite des personnes, ce n'est qu'une réalisation parmi tant d'autres. Parce que le Niger aujourd'hui a atteint un degré d'évolution très avancé dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Et non seulement le Niger a internalisé très tôt la convention de la CTO et ses protocoles, donc en adoptant des lois, une ordonnance et une loi. Et déjà nous avons commencé également à mettre en place un certain nombre de recommandations de ces protocoles. Le Niger a créé les deux structures que j'évoquais tout à l'heure. Il y a eu une loi sur le trafic illicite des migrants. Il y a une ordonnance sur la traite des personnes. Il y a également un centre d'accueil et de protection des victimes à Zender. On a élaboré un mécanisme national de référencement des victimes de traite avec une cartographie des acteurs. Donc ce sont des choses que le protocole demande aux États de faire. Et c'est en fonction de cela qu'on peut évaluer le niveau d'évolution d'un pays. Donc on pense que le Niger est parti déjà très loin dans ce domaine. Et en plus, la journée également de mobilisation est une initiative également qui n'est pas prise dans les autres pays. En tout cas, à ma connaissance, pas dans la sous-région. Les autres pays célèbrent la journée internationale de la lutte contre la traite des personnes le 30 juillet. Alors que le Niger, en plus de la journée internationale, a institué également une journée nationale. Et cette journée également a été, le décret a été modifié en 2020 pour prendre en compte l'aspect esclavage. Donc depuis 2020, c'est une journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes et l'esclavage. C'est une journée qui permet d'atteindre le grand public pour sensibiliser le maximum de personnes, donc à travers des conférences, débats, à travers des débats télévisés, à travers des caravanes de sensibilisation. Donc plusieurs activités qui rentrent dans le domaine de la sensibilisation sur la traite des personnes et l'esclavage. Pour rappel, cette année nous l'avons célébré à Zender pour toucher également ces questions de mendicité, d'exploitation de mendicité. Nous avons fait un débat télévisé sur la télé nationale. Donc sur la mendicité dans les grandes villes du Niger. Mais est-ce qu'il y a des partenaires qui vous appuient dans cette lutte? Oui, nous avons beaucoup de partenaires qui nous appuient. Nous avons l'OIM qui nous appuie dans ce domaine, surtout dans le domaine de la protection. Et même le centre d'accueil et de protection des victimes qui est à Zender est un centre qui a été construit par l'OIM, qui est aujourd'hui pris en charge par l'OIM. Nous avons l'ONUDC également. Il y a l'ONUDC qui nous appuie dans le domaine du renforcement des capacités de la chaîne pénale. Il y a l'ICMPD qui est le Centre international de développement des politiques migratoires qui est à Abuja, qui nous appuie également dans le cadre d'un projet transfrontalier avec le Nigeria, avec la NAPTIP du Nigeria, donc qui est la structure du Nigeria de lutte contre la traite des personnes. Il y a également ECAP Sahel
qui est aussi un grand partenaire qui nous appuie dans ce domaine. Oui, monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a des lois donc, au Niger sur la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants? Oui, bien sûr, il y a une ordonnance de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, qui est l'ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010, qui est le texte de base en matière de lutte contre la traite des personnes. Mais c'est vraiment la traite des personnes de façon générale. C'est conformément au protocole. Mais nous sommes en train de voir pour tendre vers une modification de l'ordonnance pour prendre en compte des aspects spécialement dédiés aux femmes et aux enfants, parce que ce sont les recommandations du protocole. Au vu donc de l'ampleur de la situation, est-ce qu'on peut dire que ces lois-là ne sont pas respectées? Si, en fait, ce n'est pas les lois. Les lois sont appliquées, mais le phénomène est encore plus ancré. Donc, le Niger déjà fait beaucoup. Il y a des structures de lutte contre la traite des personnes. Il y a des textes qui répriment la traite des personnes. Il y a eu une division spéciale au niveau de la DST, donc qui s'occupe des investigations spéciales, donc qui traite uniquement des questions de traite des personnes et de trafic illicite des migrants. Donc, chaque jour, il y a des réseaux qui sont démantelés. Il y a des victimes qui font l'objet de protection. Il y a des délinquants qui sont emmenés dans les prisons. Mais malgré tout, à chaque situation, il y a aussi le revers de la médaille. Chaque fois qu'on adopte des stratégies, les trafiquants aussi changent de stratégie. Donc on est en train de faire en tout cas le maximum. Et en tout cas, chaque acteur est en train d'œuvrer pour éradiquer le phénomène. Donc je pense que ce n'est pas une question d'application des lois. Et par rapport donc au rapport du parquet, comment donc ces cas ont été traités? Bon, les cas sont traités comme toutes les affaires judiciaires, mais quand même, souvent, quand il y a un caractère transnational, les cas qui sont connus en région sont transférés à Niamey, au niveau de la DST d'abord. Maintenant, la DST, à travers sa division des investigations spéciales, fait les enquêtes appropriées et maintenant transfère la procédure au niveau du pôle spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Elhadji Al-Mansour Mohamed, vous êtes donc commissaire aux droits de l'homme de l'association Timidria. Est-ce que de votre côté, vous recevez des plaintes? Bon, avant de répondre à votre question, par rapport à tous les efforts faits par l'agence aux autres, il faut en tenir compte de cette question d'insécurité transfrontalière organisée. Aujourd'hui, il y a des zones, ces questions d'insécurité transfrontalière organisée, ces questions de déplacement forcé des populations, etc., et favorisent ces questions de traite des personnes, etc. Nous recevons effectivement des présumées victimes en lien avec ces questions d'esclavage et nous avons au niveau de la Centre Modria, comme je vous l'ai dit, des assistants juridiques qui sont souvent en relation avec les tribunaux d'instance qui sont dans certains départements ou les TGI en région, en fonction des... Donc, et nous encadrons ces victimes, n'est-ce pas, avec nos parajuristes. Nous avons également un assistant juridique et un avocat qui suit. À chaque fois qu'il y a un cas, c'est à travers cet tamisage-là que nous arrivons à suivre ou à appuyer, assister la personne. Nous ne faisons que de l'assistance, de l'encadrement, n'est-ce pas? Le reste est traité par la chaîne judiciaire, n'est-ce pas? Donc, nous le faisons effectivement. Et nous accompagnons ces victimes, c'est un accompagnement. Et il y a eu des procès, soit au Niger ou à l'extérieur, qui ont apporté leurs fruits. Je pense que c'est ce rôle-là qu'une association comme Timidria, qui fait la défense des droits humains, en particulier l'esclavage, pourrait faire pour, en tout cas, contribuer aux efforts de l'État. Parce que c'est une mission régalienne de l'État, le respect des libertés, de l'indignité humaine, etc., à travers ces structures. Nous contribuons. Je pense que notre rôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous contribuons de cette façon-là. Et à chaque fois,
que nous avons des opportunités, nous sensibilisons, nous portons à la connaissance du monde rural, là où ces phénomènes existent, les lois qui existent, nous leur expliquons les voies et moyens à suivre pour se faire entendre, etc. Et nous faisons en sorte qu'il y ait quand même des parasites dans certaines régions pour être à côté de ces communautés-là, afin, effectivement, de contribuer à la défense, à la promotion, à la défense des droits humains, n'est-ce pas? Voilà. Monsieur Barry Ibrahim, ces derniers temps, plusieurs migrants, parmi lesquels se trouvent des femmes et des enfants, sont refoulés des pays voisins. Alors, comment se fait la prise en charge de ces femmes et enfants refoulés? Donc, la prise en charge en collaboration, certainement, parce que, comme je l'ai dit précédemment, notre ministère travaille de concert en parfaite synergie avec les autres partenaires, tels que OIM. C'est que nous avions l'habitude de faire. OIM organise de le pays de migration où nos compatriotes sont refoulés, ils organisent leur retour en famille. Après, une fois qu'ils atterrissent, donc nous organisons en collaboration toujours avec l'OIM, ce que nous appelions le charter, qui consiste à les accueillir de l'aéroport vers le centre à peu près où ils seront hébergés en attendant le retour en famille à travers le retracement familial. Nous faisons le profilage. Après le retracement familial, nous organisons maintenant leur retour. Toujours en collaboration et pris en charge par l'OIM, parce que nous travaillons avec les partenaires techniques et financiers. Il faut ok, voilà, parce que nous travaillons avec les partenaires techniques et financiers. Donc du charter à leur hébergement sur le site, mais maintenant jusqu'au retour dans leur famille respectifs. Et des fois maintenant nous engageons des programmes en lien avec la prise en compte de leurs besoins fondamentaux. Comme le DG l'a si bien notifié tout à l'heure, donc la cause fondamentale qui alimente le réseau de traite des personnes, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, la famille doit normalement être entretenue. Et c'est pourquoi cette famille-là, qui constitue un élément fondamental de la société et un cadre de vie pour la croissance de tous ses membres, doit recevoir la protection adéquate. Et donc, nous misons aussi sur ces paramètres. Et après, maintenant, ceux-là, dès leur retour, ils sont intégrés dans la société. Et également, nous ajoutons comme programme allant dans le sens de pouvoir les maintenir. Parce que le problème, c'est la récidive. Bien sûr. Le problème, c'est la récidive. Je pense que c'est ce que je peux ajouter par rapport à ce point. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la prise en charge? Je peux ajouter aussi quelque chose. En cas de refoulement, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle des refoulés de l'Algérie. Parce que j'ai eu à assister une fois une vague de refoulés de l'Algérie. D'abord, la direction régionale de l'état civil et la direction régionale de la protection de la femme et la promotion de l'enfant et la promotion de la femme qui interviennent d'abord en premier lieu. Ils font le profilage, donc ils trient d'abord en fonction des régions d'origine de ces personnes refoulées et maintenant organisent leur départ dans les différentes régions. Donc, et là, l'OIM vient en appui en donnant des kits. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que parmi ces cas, il y a, au-delà de ces refoulés, du caractère de refoulement, il y a aussi des victimes de traite. Il y a des victimes, ceux qui ont fait l'objet d'exploitation. Donc, c'est ce qui passe souvent inaperçu. Je pense que c'est l'occasion pour un peu appeler à cela, parce que quand on fait le profilage, il faut prêter attention parce qu'il y a des victimes de traite parmi ces personnes qui sont arrivées. Donc, il est bon de faire un peu, d'approfondir les questions pour qu'on puisse détecter des éventuels cas de traite. Et ce que j'aimerais tout à l'heure ajouter, c'est que les femmes et les enfants, au-delà de l'ordonnance, il y a également les conventions, des conventions très pertinentes, notamment la convention sur le droit de l'enfant, donc la C2, et la convention sur
l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes. Donc il y a la CEDEF. Donc ce sont des conventions très pertinentes qui prennent en charge vraiment l'ensemble des besoins des femmes et des enfants. Voilà. La troisième et dernière partie du forum porte sur les défis et perspectives liés à la traite des femmes et des enfants. Monsieur Ousmane Maman, peut-on donc prévenir la traite des femmes et des enfants au Niger? Oui, la prévention, c'est le quotidien. Oui. Parce que c'est à travers la prévention qu'on peut espérer éradiquer ce phénomène. Oui. Parce que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Oui. Donc il faut d'abord sensibiliser pour que au moins les différentes couches, les victimes, les acteurs, les leaders religieux, les leaders coutumiers, l'administration, et tous les acteurs puissent appréhender d'abord le phénomène et les risques que ce phénomène comporte sur ces femmes et ces enfants et sur l'ensemble de la société. Parce que les femmes et les enfants, vous conviendrez avec moi que ce sont des couches essentielles de notre société. Il y a même un adage africain qui dit que quand les femmes baissent les bras, le monde se croule. Donc, ce sont des couches qu'il faut vraiment protéger. Et pour protéger, il faut connaître le phénomène. Parce que beaucoup n'arrivent pas à appréhender ce qu'est la traite des personnes. Même les plus éveillés n'arrivent pas souvent à appréhender ce phénomène. Donc, il faut faire de la sensibilisation et encore faire de la sensibilisation pour que les gens puissent comprendre le phénomène de la traite et ensemble pouvoir éradiquer ce phénomène-là. Al-Mansour Mohamed, malgré donc tous ces efforts fournis par l'État et ses partenaires, le phénomène persiste toujours. Est-ce qu'il y a des insuffisances dans la politique de lutte? Le phénomène va continuer à persister puisque nous sommes dans un monde où il y a malheureusement des intérêts divergents, n'est-ce pas? Et par rapport à la traite des personnes, en général, je pense que, comme ils l'ont si bien dit, il faut vraiment mettre en place une stratégie de communication et de sensibilisation, en tout cas, qui pourrait atteindre le maximum du groupe cible. Pour que les Nigériens comprennent, arrivent vraiment à déceler la traite dans leur quotidien. Parce que nous sommes toujours au marché, nous sommes dans les gares, nous voyageons, etc., nous déplaçons. Je pense qu'il faut qu'il y ait une force pour que chaque Nigérien arrive à déceler ce qui est traite et ce qui ne l'est pas, et qu'il ait ce courage d'aller dénoncer la question de traite des personnes. N'est-ce pas? Ça, c'est la question de sensibilisation. L'autre action, c'est la question économique. N'est-ce pas? Essayer de créer des opportunités économiques à travers les activités agricoles ou les activités d'élevage ou la pêche, à travers les irrigations. En tout cas, il faut occuper cette zone-là, n'est-ce pas? L'autre aspect, c'est les lois. Les lois. Il faut des lois, il faut toiletter nos lois, les adapter à notre contexte socio-culturel. En tout cas, il faut les adapter à notre contexte pour les rendre plus efficaces. C'est important. L'autre aspect, moi, j'ajouterais que les plus hautes autorités, n'est-ce pas, à chaque discours d'un président de la République, n'est-ce pas, qu'ils mettent l'accent sur ces questions de traite des personnes et de l'esclavage au Niger. Nous sommes dans une république. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas droit de citer, n'est-ce pas? Et des choses qui doivent être en tout cas combattues avec force et rigueur, n'est-ce pas, par notre État. Et puis, je l'ai souligné, je l'ai souligné tout à l'heure, que le Niger, quand même, a pris un certain nombre de dispositifs légaux et réglementaires, contrairement à certains pays. Monsieur Barry Ibrahim, rapidement sur les défis et perspectives, nous sommes presque. Quant aux défis, il faut noter à ce niveau, nous sommes face à la recrudescence, sinon la persistance des abus, violences et exploitation à l'égard des enfants. Il faut également ajouter l'enrôlement, malheureusement, à cause de la vulnérabilité de cette frange de la population que les femmes et les enfants connaissent. En dehors de cela, il faut encore, comme défi, créer le cadre permettant maintenant
d'aller vers un démantèlement des réseaux qui alimentent la traite des femmes et des enfants afin d'éviter les désastres qui peuvent éventuellement neutraliser les acteurs. Oui. Je pense que je m'arrête à ce point. Nous sommes à la fin de cette émission du forum du studio Kalangu qui a porté sur le thème la traite des femmes et des enfants au Niger. Nous étions en compagnie de Barry Ibrahim, chef de division communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. El Haja Al-Mansour Mohamed, commissaire aux droits de l'homme de l'association Timidria. Et Ousmane Maman, directeur général de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari. La réalisation Seini Isaka et la technique Amina Hassan. Merci. Le programme continue sur le studio Kalangu.